Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Franck Martini. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Vous êtes de formation psychosociologue, vous êtes ancien consultant en organisation auprès de grandes entreprises et vous publiez 2 ouvrages complémentaires, Du ciel à la terre, Métamorphose égalitaire et la civilisation du néant, commentaire sur l'effondrement en cours. Première question, Franck Martini, de quel effondrement parlons-nous ? On va dire que c'est un effondrement d'abord multidimensionnel, total, qu'on peut constater, à travers, l'économique, mais l'éducatif, le culturel, tout un ensemble de plans, et même, et c'est le plus important, peut-être sur un plan anthropologique. Une forme de réduction de l'individu. Cet effondrement, vous le constatez où ? En France, pour le situer ? Pour le situer globalement, je pense qu'en France, en Europe, mais plus largement dans le monde occidental. Ces racines sont communes à l'ensemble de ces pays. Donc les conséquences sont également communes. Et vous dites qu'il est total. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Alors, est-ce qu'on a affaire à... est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui ressemble à du totalitarisme tant l'effondrement s'attaque à toutes les strates de la société ? Oui. Il ne se produit pas selon une volonté. Il advient progressivement et tout le monde peut le constater dans différentes sphères. Maintenant, il procède pas, lui, d'une logique totalitaire. Par contre, ce qu'on voit se déployer en arrière-plan, c'est effectivement un certain nombre de ces logiques totalitaires qui, finalement, ont pour but d'installer d'abord des modes peut-être de contrôle et de surveillance, bien entendu, des individus, mais principalement de réduire aussi leur capacité à se rappeler ce qu'est l'effective liberté et la réelle liberté des individus. Et je pense que c'est ce qu'il porte en lui de plus toxique que de plus nocif. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas le fruit d'une volonté, cet effondrement ? Parce que je pense qu'il suit le cours, en fait, d'une évolution extrêmement profonde des sociétés. Et que ça relève pas de volonté de tel ou de tel groupe a priori, que c'est une mécanique qui est inscrite profondément dans la civilisation moderne. C'est pour ça qu'il relève pas d'une volonté. Ça veut pas dire qu'il n'a pas ses agents, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes d'acteurs qui travaillent d'une certaine manière, mais c'est pas un plan, c'est un processus historique de longue durée. Voilà. Vous dites que cet effondrement, au fond, personne ne le voit, personne ne le dénonce, personne ne l'entend. Comment vous expliquez cette aphasie générale ? Alors l'aphasie générale, c'est peut-être un peu l'aphasie de la grenouille qu'on met dans de l'eau qui monte en température petit à petit et qui s'aperçoit pas de ce qui se passe, contrairement à la grenouille qu'on jette dans la bouillante et qui s'échappe immédiatement. Donc il y a une habituation de fait. Il y a une habituation de choses qui n'auraient pas paru acceptables il y a quelques décennies et qui le deviennent tout à fait. On peut parler de l'insécurité, on peut parler de mode de comportement, on peut parler de tas de choses. Et les uns les autres peuvent d'ailleurs le constater, mais ça reste très partiel. C'est pas du tout une prise de conscience collective qui opérerait sur l'ensemble de la société. Et évidemment, c'est en ça que c'est extrêmement problématique. Cet effondrement, vous le nommez, il a une cause, ça s'appelle la démocratie libérale. Alors, c'est quoi ? C'est un régime, la démocratie libérale ? Comment vous la définiriez et en quoi cette démocratie libérale est responsable de cet effondrement ? Elle en est responsable parce qu'elle est l'expression même du libéralisme réel, c'est-à-dire de la civilisation moderne. Quand existait l'URSS, on parlait du socialisme réel. Il y avait le socialisme des livres et théoriques, et puis il y avait la réalité du socialisme et l'élité soviétique.
nous vivons, un état de libéralisme réel, qui n'est pas tout à fait le libéralisme tel qu'il est enseigné évidemment dans les ouvrages. Et en libéralisme réel, le mode politique privilégié, c'est la démocratie libérale. C'est-à-dire que la démocratie libérale n'est que l'expression, en fait, d'un régime plus profond qui est le régime libéral. Et cette démocratie libérale-là, elle a ses avantages, on ne va pas les nier, c'est pas la question, mais elle a un problème originel. C'est-à-dire qu'en fait, elle vend de grands principes, l'égalité, la liberté, la fraternité, enfin tout un ensemble de choses, sur la modalité française, et puis on a les équivalents d'autres pays européens, bien entendu, mais elle est fondée sur une ambiguïté terrible, qui est constitutive de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle affirme l'émancipation de tous, tout en maintenant un système de domination de classe, qui, lui, doit rester ininterrogeable. C'est-à-dire que le fondement de la démocratie libérale, finalement, c'est d'opérer l'ensemble des compromis qui permettent le maintien d'une domination de classe. Et partant de là, elle va domination de classe de qui sur qui ? Très simplement, depuis l'apparition de la modernité, la domination de classe, c'est la classe bourgeoise. C'est-à-dire la classe des détenteurs des moyens de production, pour reprendre une définition un peu usée, mais tout à fait valable, qu'il faudrait malgré tout compléter. La structure du pouvoir, depuis au moins 2 siècles, n'a pas changé. Historiquement parlant, il s'est passé beaucoup de choses. Les régimes ont évolué. On court vers l'égalité et on court à l'émancipation. Néanmoins, la structure de pouvoir telle qu'elle existe au sein de la société n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation permanente aux circonstances, il y a un discours sur ces grands principes, et puis il y a la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que on peut parfois redistribuer la richesse, mais le pouvoir, jamais. Et il s'exerce ce pouvoir-là, toujours au profit des mêmes groupes, de la même classe. Et donc là, il y a un point d'ambiguïté fondamentale. Il est à la naissance même de la modernité, même avant l'apparition des démocraties libérales en tant que telles. Et il continue à travers les démocraties libérales. Donc elle représente d'une certaine manière une forme de falsification. Comment dire, elles produisent du discours, elles produisent des représentations, elles nous font croire d'une certaine manière qu'on vit dans un certain monde, qui n'est pas tout à fait le monde réel, et le monde des réelles dominations. Et d'ailleurs, cette capacité à produire du mensonge, c'est aussi ce qui crée l'habituation à l'effondrement et qui fait que les uns et les autres, finalement, ne renâclent pas plus que ça à la dépossession dont ils sont victimes. Ça fait partie des explications relatives à la question que vous me posiez précédemment. Oui, vous dites, Franck Martigny, au fond, son ordre de domination à la démocratie libérale est opaque et mensonger. Il ne faut pas dire la vérité sur les buts recherchés. Oui, on voit tous les jours d'ailleurs que les buts affichés et les buts réels sont toujours disjoints. On va dire que dans l'exercice du pouvoir, c'est toujours un peu le cas peut-être. Mais là, c'est constitutif et structurel. C'est sa façon à elle de cacher, de masquer, de dérober au regard la domination réelle qui s'exerce. Donc, par rapport à ça, la volonté effective des groupes dominants, elle reste indicible dans l'espace public, pour ce qu'elle est. D'autant plus quand on s'aperçoit que ces groupes dominants ne sont plus des groupes qu'on peut considérer comme strictement nationaux. Vous dites, les démocraties libérales ne sont pas des régimes institutionnels existant par eux-mêmes. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle des agents et des acteurs de cette démocratie libérale. Oui. Bon, elle n'existe pas en elle-même parce qu'elle ne s'appuie que sur les principes fondamentaux du libéralisme réel. Et ça, c'est finalement un triptyque qu'on va retrouver partout. Mais c'est quoi les principes fondamentaux du libéralisme réel ? C'est ceux de la modernité. Il y en a 3. C'est la triangulation entre le développement de l'État, le développement du monde marchand, de la marchandisation et l'individualisme radical. C'est cette constellation-là, j'allais dire, qui est la configuration civilisationnelle de l'époque moderne et qui est en permanente, j'allais dire, expansion dans chacun de ces termes et dans son ensemble.
Et c'est ça l'équation de base. La démocratie libérale ensuite transpose sur le registre du politique, ce socle-là, qui est premier. Vous évoquez aussi la souveraineté populaire, ce principe qui est constitutif de la Constitution de 58. Où en est le respect de ce principe aujourd'hui ? J'allais dire, ça, c'est une illustration parfaite de ce que signifie l'expression « empire du mensonge ». Donc, pour le peuple et par le peuple. Et pour le peuple. Et pour le peuple. Je ne suis pas certain, en fait. Le peuple est réputé souverain. Très bien. Néanmoins, on lui ôte la capacité à choisir et à décider d'un certain nombre de sujets dont on doit considérer peut-être qu'il n'est pas mûr, c'est peut-être un mineur, hein, je ne sais pas, relative à telle évolution sociétale ou relative à ce qui est dans des traités qu'on ne saurait plus toucher ou des choses qu'on va mettre dans la Constitution et dont il ne faut plus parler. On vous dira que les Français ont le droit de vote et qu'ils peuvent s'exprimer par le biais de leurs représentants dignement élus. La souveraineté, ça ne se partage pas trop en fait. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une moitié de souveraineté, vous n'êtes pas vraiment souverain. Vous l'avez perdu. La souveraineté ne peut être qu'intégrale. Et la souveraineté ne peut être normalement, c'est un idéal, mais au moins tendre à l'intégralité. C'est-à-dire que quand on retire à la décision populaire tout ce qui fait l'importance des évolutions de la société, finalement, on arrive, je ne sais plus qui avait utilisé l'expression, c'est Emmanuel Todd, je crois, à une démocratie de détail. C'est la démocratie, effectivement, vous pouvez choisir, vous pouvez voter, bien entendu, il n'y a pas de souci pour ça, quoique on s'aperçoit que quand les gens votent mal, on va reprendre un peu les choses en main, mais vous allez voter sur des choses qui n'engagent pas le devenir effectif de la société. C'est-à-dire que l'air de rien, on est devenu, c'est une régression, une société qui n'est plus une société politique, au sens strict. Parce qu'une société politique, c'est une société qui débat dans l'espace public des choix à faire pour l'avenir. Quand vous ne débattez plus vraiment des choix à faire pour l'avenir dans l'espace public, vous avez régressé, vous n'êtes plus vraiment une société politique et vous êtes devenu une oligarchie, voilà. Mais c'est très insidieux en fait et c'est très difficile à expliquer le moment où on passe de ce qu'on appelle la démocratie à la dictature. Les Français ont l'impression d'être en démocratie. Comment les convaincre que ce projet démocratique est une illusion en réalité ? Déjà, je pense, moi, à titre personnel, qu'ils n'ont jamais été en démocratie, véritablement. Parce qu'en démocratie, il existe une espèce particulière d'individu qui s'appelle le citoyen. Mais le citoyen, c'est pas celui qui vote, c'est celui qui a le pouvoir. Quand on réduit d'abord on réduit le vote à la seule élection, ce qui est une mutilation assez remarquable. Mais en plus, dans quel domaine et comment le citoyen aurait-il le pouvoir ? Il n'a aucun pouvoir. Ouais. C'est un citoyen passif. Ça, c'est un oxymore. Ça n'a aucun sens, un citoyen passif. C'est-à-dire que la citoyenneté, c'est pas un état, c'est une activité. C'est une fonction qui est exercée. Quand on vous dit que des gens sont citoyens, et qu'en même temps, ils ne font rien et ils n'ont aucun pouvoir, non. D'ailleurs, on est citoyen, en fait, une fois tous les 5 ans, puisque c'est de la présidentielle que tout découle. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on ne l'est pas. Un jour tous les 5 ans. Et c'est un jour tous les 2 ans, s'il y a 2 tours. Oui, il y a 2 tours. Donc vous doublez votre dose de citoyenneté dans la même occasion. Overdose. Mais overdose. Mais en même temps, on a quand même suffisamment filtré les choses, choisi et trié les candidats de telle manière que tout ça est à peu près vide de sens. Mais qui fait le tri ? C'est un système qui fonctionne par lui-même et qui se trie assez bien. Je sais pas, mais il y a des différentes sources du tri. Hein, c'est assez concordant. Il y a ceux qui décident, par exemple, de qui sont les Young Global Leaders. Voilà, déjà, vous avez pris une première source de tri. Vous avez les banques qui financent les partis. Voilà, les intérêts oligarchiques et médiatiques, du coup, qui ont leur préférence. Enfin, il y a tout un ensemble de processus qui aboutissent au résultat final. Vous évoquez aussi l'immigration et je vous cite « une politique organisée et soutenue mais qui n'est plus sous le contrôle des pouvoirs nationaux ».
Quelle est la finalité de cette politique alors? Alors déjà, une première remarque. C'est-à-dire depuis des années, l'ensemble des sondages indiquent que les Français sont pour l'arrêt de l'immigration ou sa limitation drastique. Et oui, les sondages indiquent au moins 60%. De manière continue. Bon, on voit bien qu'on s'assoit dessus. Hein. Ça n'a aucune importance, hein, ce que pensent et ce que veulent les Français. On a encore là un exemple qui me semble assez parlant. La démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule, mais c'est à peu près... Non, sauf que là, c'est cause toujours, mais tu m'intéresses pas en plus. Hein, ouais. Parce que normalement, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Là, on n'a pas l'impression d'intéresser beaucoup. Cette immigration, bon, les éléments sont classiques. Hein. Vous savez, la première association pro-immigration en France, c'est début 19e, c'est le Patronat du Nord. Ça a continué. L'immigration, c'est toujours un moyen de faire pression sur les salaires, d'autant plus quand vous faites venir des immigrés qui, globalement, ont très peu de qualifications et qui vont, comme ça, pouvoir concurrencer... faire pression à la baisse sur les salaires. À la baisse, et en même temps maintenir l'industrie et les services à des niveaux de technologique assez faibles. Hein. C'est aussi une des conséquences. Ça, c'est une raison technique, hein, évidente à peu près. Il y a une deuxième raison, c'est pas un complot, mais enfin, c'est la dissolution du peuple. C'est la dissolution du peuple comme un. C'est-à-dire que la destruction... L'homogénéité ethnique, vous parlez de ça? Et culturelle. Ouais. L'homogénéité ethnique et culturelle, d'ailleurs, au fondement, ça se recoupe très largement. Hein. Quand on produit de la culture sur de l'homogénéité. Oui, la France est restée homogène entre les invasions barbares et le 19e siècle, globalement. Globalement, oui, bien sûr. Et ça, dissoudre le peuple, c'est une idée de génie. Hein. Et là, du coup, on n'aura ni la souveraineté ni le populaire. Donc, toutes les portes seront ouvertes. Mais cette idée de dissolution du peuple comme un, c'est aussi une idée de dissolution de la culture. C'est aussi une idée de dissolution d'une forme d'enracinement. C'est l'idée de dissolution d'une forme de singularité. Et c'est le projet achevé de la mondialisation et de la disparition des nations. C'est cette mondialisation aussi avec ces réglementations qui viennent de l'Union européenne, laboratoire du mondialisme, qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises françaises. Ça relève de cela aussi Ça relève de ça, dans la mesure où, de toute façon, on peut parler du fonctionnement de l'Union européenne, mais ce qui est bien clair, c'est que c'est un fonctionnement qui se fait aussi pour des multinationales, à travers des multinationales, qui, elles, pour le coup, sont totalement mondialisées. Et qui ont des moyens, PME françaises. Des moyens extraordinaires, à tous les niveaux et bien sûr financiers. Ça ne se fait qu'au détriment, effectivement, de TPE, de PME, d'unités économiques qui, elles, trouvent leur raison d'être dans le lieu où elles sont, dans l'écosystème dans lequel elles sont nées, et qui ont donc une dimension territorialisée et donc une dimension culturelle forte. Et ça fait partie aussi d'une certaine manière. C'est une autre forme de grand remplacement. Mais c'est une vision complètement schizophrène de la part d'un État d'obéir à ces règles visant à réduire les TPE, PME à l'État, leur promettre la destruction. Cet État se tire une balle dans le pied. Si on considère qu'il y a encore un État qui travaille pour la nation, est-ce qu'on peut dire que... L'État a disparu selon vous, l'État français? Il n'a pas disparu comme administration, comme administrateur des choses, hein, on pourrait dire ça. Mais il a disparu comme acteur national. Ça, oui. Et d'ailleurs, qui pourrait dire très sérieusement, là, en regardant les quelques décennies qui sont passées, que l'ensemble des actions de l'État ont convergé vers le développement, l'affirmation et la prospérité du peuple français. Enfin, personne ne pourra soutenir ça. L'essence de la démocratie libérale, vous la résumez, excusez-moi, par le contrôle de la société. Qu'est-ce que le numérique et les data
En quoi ça peut la servir, la démocratie libérale? Alors, on va pas la ramener à ça. Hein. La démocratie libérale, juste un petit point, puis pour rebondir sur la question du numérique, comment dire, elle a eu ses confirmations le jour où on a compris que le suffrage universel ne changeait rien du tout, mais qu'au contraire, c'était une arme extraordinaire pour faire valider toutes les décisions qu'on souhaitait du sceau de la souveraineté populaire, et de les rendre intouchables. Partant de là, ça a été le boulevard de la démocratie libérale. Parce que toutes les forces qui détiennent les leviers du pouvoir ont compris que le suffrage universel n'était pas leur ennemi, au contraire, c'était un outil extrêmement intéressant. Oui, Tocqueville disait le suffrage universel, je ne le crains pas, les gens voteront comme on leur dira. C'est ce qui s'est réalisé. Voilà. Alors, Tocqueville étant un visionnaire à bien des égards. Alors aujourd'hui, on est quand même dans une situation technologique assez particulière parce qu'on dispose d'outils extraordinaires, en fait, d'outils technologiques qui permettent un contrôle et une surveillance de quasiment tous les actes de la vie. De tous les instants presque. Et de tous les instants. Par le téléphone, par la carte bancaire, par bientôt les automobiles. Qui sont connectés demain par le frigo qui sera connecté, la domotique qui sera connecté, et tout ça évidemment alimentant des big data qui sont utilisés, ce qui fait que chacun d'une certaine manière peut être marketé pour l'inciter à la consommation et le cibler précisément, mais bien entendu dans toutes les sphères de la vie. Et ça, cette évolution technologique, c'est une évolution technologique majeure, c'est évidemment aussi un extraordinaire danger pour l'ensemble des libertés, réelles libertés individuelles. Et dans votre ouvrage... Ce qui est impalpable parfois, et ce qui se fait petit à petit peut-être, même si ça se produit assez rapidement, très rapidement. Mais dans la vie quotidienne, on ne s'en aperçoit pas. Et à la fin... on s'aperçoit qu'on a des radars qui vous flashent, ils repèrent votre plaque d'immatriculation et vous avez une contravention parce que vous êtes allé dans un endroit où vous n'avez pas le droit d'aller, à travers les IFE par exemple. Mais tout ça est impossible s'il n'y a pas le numérique. Et le numérique permet de donner le sentiment qu'on n'est pas dans un état policier, tout en réalisant l'état policier par ailleurs. Donc c'est à la fois un outil puissant, mais c'est un outil qui permet de masquer les choses. Et dans votre ouvrage Du ciel à la terre, vous présentez l'égalité comme le socle de toute la pensée du progrès. Est-ce que ce principe a un seul et même sens, l'égalité? L'égalité, ça comment dire? D'abord, c'est une histoire qu'on nous vend perpétuellement, sans que par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, dans la répartition des pouvoirs, on voit un quelconque changement qui se produit. Ce qui se gagne ici se perd là, et globalement, la situation ne s'améliore pas. Est-ce que l'égalité a progressé en 40 ans ? La réponse est évidemment non. Est-ce que le discours sur l'égalité a progressé ? La réponse est évidemment oui. Donc, j'allais dire, ça fait partie un peu des potions du régime, marketing, quoi. Et du marketing. C'est les valeurs de la République, c'est les valeurs de l'Europe, c'est ce qu'on vous vend très très précisément. Bon. Après, l'égalité, ça a été aussi le moyen de l'individualisme radical, et on est dans des sociétés individualistes radicales, et elles sont principalement malades de ça. C'était la porte à cet individualisme, en laissant croire que finalement, les hiérarchies réelles, la hiérarchie c'est très vieux, les hiérarchies c'est quelque chose qui existe, qui est plus vieux que les arbres, comme disait Jordan Peterson. Mais, tandis que d'égalité d'une construction beaucoup plus récente. Mais c'est une égalité à qui on laisse un libre cours absolu, comment dire, une pente infinie d'une certaine manière, donc une abstraction en réalité qui n'a pas vraiment de sens concret. Et quand l'ingénierie sociale veut lui donner un sens concret de plus en plus développé, on s'aperçoit qu'on arrive bien entendu à des catastrophes, parce qu'on veut araser d'une certaine manière ce qui dépasse, et on a du mal
supporter ce qui peut apparaître comme une supériorité effective dans quelques domaines que ce soit. Vous évoquez ce terme d'ingénierie sociale. Pour vous, la démocratie libérale en est l'apogée? Oui, c'est beaucoup plus sophistiqué que, par exemple, les régimes marxistes-léninistes qui... Oui, c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus insidieux. Oui, c'est beaucoup plus puissant, d'une certaine manière. Bien entendu. Il y a moins d'usage à la violence physique, c'est une violence psychologique. Non, parce que la violence physique, il y a le goulag dans le régime soviétique. Ça peut être utilisé, oui. Ouais. Après, il s'est adouci, il y avait moins de goulag, hein, mais il y avait toujours autant d'absurdité. La démocratie libérale tient toujours les rênes du narratif, en quelque sorte. Dans ce sens-là, elle n'en est pas encore, j'allais dire, à ses dernières extrémités. En même temps, le retour du réel fera que... Je pense que la mécanique en elle-même va s'effondrer sur elle-même, en fait. Vos ouvrages, La civilisation du néant, commentaires sur l'effondrement en cours, et le deuxième, le voici, tous les deux évidemment à retrouver sur la boutique de TV Liberté, Du ciel à la terre, métamorphose égalitaire. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.